Bienvenue dans ce nouvel épisode de Traversée. Cette semaine dans Traversée, je vous parle d'une communauté de sœurs lesbiennes et mercenaires à travers le travail de Léonore Camus-Govorov. Ensuite, si vous n'avez pas eu la chance de découvrir l'exposition de Mari Katayama à la Maison européenne de la photographie, heureusement pour nous, Margot Brugvin nous fait le point. Et enfin, on finira à parler du pouvoir des images et des artistes comme d'habitude avec Olivier Masfonteil. On ne tarde pas plus, Traversée, c'est parti. L'artiste dont je souhaite vous parler aujourd'hui s'appelle Éléonore Camus-Govorov, que vous connaissez peut-être sous le nom de Reine Louve. L'installation dont je souhaite vous parler plus particulièrement s'appelle Long Forgotten Fairy Tale, à savoir un conte de fées depuis longtemps oublié. Et dans celle-ci, l'artiste s'intéresse dans un premier temps à la notion d'intimité collective. Elle choisit l'espace du cloître que l'on retrouve dans les couvents et où se rassemblent les femmes en non-mixité choisie. L'espace est pensé comme un jeu vidéo et l'histoire qui nous est ici proposée est celle d'un lieu qui aurait été abandonné et anciennement habité par des sœurs d'un ordre religieux, lesbien et mercenaire. On retrouve ici tout l'univers du jeu vidéo d'action-aventure avec des sortes d'items disséminés ça et là dans l'espace que l'artiste nous propose finalement d'aller chercher dans l'exposition. L'objectif ultime pour les personnes qui visitent l'exposition est d'accéder à cette fontaine dans laquelle jaillit une eau fantastique qui est en fait une décoction de diverses plantes comme le pissenlit, l'aloe vera ou encore le sélastre dont l'action combinée a des vertus contraceptives. Ici, l'objectif, vous l'avez compris, est de reprendre le pouvoir sur son corps afin qu'il ne soit plus considéré simplement comme un outil de reproduction. Mais notre chemin est parsemé d'embûches, car cette fontaine magique est gardée par d'affreux personnages qui entourent le cloître et symbolisent ici une masculinité frustrée et toxique. Évidemment, quand je découvre cette installation, je pense immédiatement à la figure de la sorcière, devenue aujourd'hui symbole des femmes émancipées du régime patriarcal. Des femmes devenues martyrs, mais car elles étaient indépendantes de toute figure masculine et détentrices d'un savoir sur les plantes et leurs vertus. J'aime vraiment l'installation d'Éléonore Camus-Govorov parce que je trouve qu'elle réussit vraiment à nous plonger en fait dans cet univers fantastique. Et puis pour moi, cette fontaine et cette œuvre de manière générale est vraiment une ode à la fois à l'émancipation, au choix et à la sororité. Ce mois-ci, je vous parle de mon obsession du moment, l'artiste japonaise Mari Katayama, qui est donc une jeune femme qui a grandi au Japon. Elle est atteinte d'une maladie rare qui a empêché les os du bas de ses jambes de se développer. Donc toute son enfance, elle a eu une forme d'équipement médical sur les jambes jusqu'à ce qu'à 9 ans, elle décide, dans l'idée de ressembler à tous les autres enfants, de mieux s'intégrer, de ne plus être rejetée par ses camarades, de se faire amputer des jambes afin de pouvoir porter des prothèses médicales et de ressembler un peu plus à tous les autres enfants. Ça n'a absolument pas fonctionné. En fait, toute sa vie, jusque la fin de son adolescence, Mari Katayama a cherché un moyen de communiquer avec les autres, d'entrer en contact avec les autres, de finalement se faire des amis, mais elle a eu une enfance extrêmement seule du fait de son handicap et elle s'est réfugiée en fait dans la couture et elle a appliqué cette idée de pouvoir créer tout ce qui lui manquait au reste de sa vie. Elle a donc vécu dans un univers qu'elle a elle-même peuplé de créatures qu'elle a créées en les cousant, d'un monde entier qu'elle a inventé. Et à partir de ses 16 ans à peu près, elle a commencé à se photographier au milieu de ces objets qu'elle a créés, de ce monde qu'elle s'est inventé. C'est une pratique que j'aime beaucoup puisqu'en fait elle a commencé par poster ses photos sur MySpace, pas vraiment en les considérant comme des œuvres d'art. Ça relève de toute cette pratique de l'extimité, de vouloir montrer une partie choisie de son intimité, de trouver un moyen de s'exprimer comme on le voudrait, de se définir soi-même comme on le voudrait. Mari Katayama fait partie de cette génération d'adolescents, d'adolescentes qui se sentaient incomprises, rejetées et qui ont trouvé sur Internet une communauté de personnes qui étaient capables de les comprendre ou au moins de les apprécier.
Elle a été repérée d'abord par un étudiant en mode, puis par des professionnels du monde de l'art qui l'ont poussée à reconsidérer en fait cette pratique qu'elle avait, à considérer en fait la couture, les photographies qu'elle faisait véritablement comme une pratique artistique qu'elle a continué à développer tout au long de sa vie. Elle est allée au Tokyo Art Institute et elle a en fait eu une carrière artistique qui s'est longuement développée puis qui a explosé en 2019 quand elle a été choisie pour être exposée à la Biennale de Venise. On a pu découvrir ensuite que Mari Katayama s'intéressait à d'autres environnements, des environnements pollués par l'homme, des environnements qui ne sont plus tout à fait considérés comme naturels. Elle est allée poser son corps et les objets qu'elle a créés, qui sont comme des extensions d'elle-même, au milieu de ces environnements qui, comme son corps, selon elle, ont été modifiés, ont été pollués, mais dans lesquels des hommes et des femmes doivent continuer à vivre, que des hommes et des femmes doivent se réapprivoiser. C'est une évolution fascinante à observer. Il y a une exposition qui vient malheureusement tout juste de se terminer à la Maison européenne de la photographie qui montrait tous ses tout derniers travaux. C'est important de ne pas la considérer uniquement comme une artiste handicapée qui mettrait en avant tous les corps, qui considérerait tous les corps comme beaux. Ce n'est pas une artiste du body positivisme. Au contraire, c'est une artiste qui montre la complexité que de vivre avec un corps ou avec une personnalité qui est considérée comme hors norme et qui discute de façon extrêmement complexe de la façon dont on peut se créer sa propre identité quand on ne correspond pas à cette norme. Et finalement, la naissance de sa fille ouvre de nouvelles possibilités de discussion, de nouvelles directions encore dans l'œuvre déjà fascinante de Mari Katayama. Donc c'est une artiste que je vous encourage profondément à suivre, qui est absolument fascinante. Mari Katayama est une de ces artistes qui refuse de donner une notice explicative de son œuvre et qui laisse finalement les spectateurs s'interroger et trouver leur propre réponse devant son travail. L'artiste a longtemps été le seul détenteur des images. C'est un pouvoir immense. À l'origine, il était certainement chamanique. C'est ce qui a fait de l'artiste l'ami des puissants, l'allié des rois, le serviteur de Dieu. Jusqu'à l'apparition de la photographie, l'artiste avait en charge la réalisation des portraits, la narration du pouvoir, on dirait aujourd'hui le storytelling. On lui confiait la rédaction de la morale, notamment dans un monde où la majorité de la population ne savait pas lire. Au service de la religion pour raconter la foi, au service du pouvoir pour raconter le roi. La puissance de l'image était telle qu'à l'époque byzantine, on considérait qu'elle était l'émanation des dieux. L'image avait des pouvoirs. Elle a parlé, elle a transpiré, elle a fait des miracles, elle a saigné. Dans l'histoire chrétienne, Sainte Véronique, Vera Iconica, la vraie icône, avait imprimé l'image du Christ en essuyant son visage. On finira par se prosterner devant les images. Mais avec la modernité, l'artiste a vu son pouvoir se restreindre, se modifier, se transformer. Comme si l'artiste se détournait de l'image, il va explorer l'abstraction, la non-figuration, le concept, le virtuel. Et dans ce monde contemporain, où la virtualité l'a provisoirement emporté, l'image devient de plus en plus banale. Il y a plus de 100 millions d'images chaque jour postées sur Instagram. Curieusement, aujourd'hui, le monde se tourne à nouveau vers les artistes, et les artistes ont décidé de regarder à nouveau le monde. Ils se ressaisissent du monde visible pour tendre à nouveau ce miroir vers le monde. Mais quelle est cette différence entre une image et une œuvre produite par un artiste ? Qu'est-ce qui donne cette valeur particulière que certains nomment aura ? Cette image proposée par un artiste n'est pas simplement une captation du réel. C'est une icône, une mise en abîme, une question, une révélation, un miroir. Comme si l'artiste, débarrassé du service des religions, des puissants, avait acquis leur pouvoir à force de les fréquenter. À l'église Saint-Eustache sont présentés 2 tableaux de Dewadi Adjab. À la galerie Lazareff est présentée une expo de Sergueï Kononov. Et à la galerie Guido Romero Pierini est présentée la dernière exposition de Marion Bataillard. Chacun, avec leur écriture, nous renvoie leur vision du monde et nous ramène à notre condition humaine. Marion, qui fait poser de longues heures ses modèles, cherche à capter une mise en scène, une forme de visage, une couleur de peau. Et dans ces grandes compositions, elle nous propose de transformer une soirée en scène silencieuse. Sergueï Kononov nous propose des corps enlacés, nus, fragiles, puissants, et avec une économie de moyens, l'incarnation de la chair par la peinture. Enfin, les 2 toiles de Dewadi Adjab, magistrales, au centre de l'église Saint-Eustache, nous montrent ces personnages danseurs ou lutteurs, enchevêtrés dans un prie-dieu, où la beauté de la chute rencontre le mystère de la foi.
Ici, le tableau n'est plus une image, mais une œuvre d'art. Merci d'avoir suivi cet épisode 2 de la saison 2 de Traversée. N'hésitez pas à liker, commenter, à nous suivre et rendez-vous le mois prochain.